Pour de l'info à 15h. La première. 13h15, 14h30. Un jour dans l'histoire. Laurent Dehaussais. Jusqu'au 21 janvier prochain, la Boveri accueille à Liège le festival Europalia avec l'exposition Archipel. Une expo qui raconte cette ère de confluence et de rencontre qu'a été l'archipel indonésien à travers l'histoire. Un important carrefour de commerce mondial depuis les premiers passages austronésiens jusqu'aux navires coloniaux du 19e et 20e siècle, Nicolas. Oui, pour remonter le cours de cette histoire fascinante, Laurent, j'ai rencontré Bruno Ellendorf, historien spécialiste de l'Asie, grand connaisseur de l'Indonésie, qui fait partie d'ailleurs du comité scientifique de cette exposition Archipel. Alors commençons, si vous le voulez bien, au commencement. Situons avec lui cet archipel aux plus de 17 000 îles où ont amarré les premiers navires austronésiens. Qui sont ces austronésiens ? Eh bien, écoutons Bruno Ellendorf. L'Indonésie elle-même dit qu'elle dispose de 17 504 îles. C'est une loi de 1996 qui le dit, mais elles ne sont pas encore toutes répertoriées, dûment répertoriées et enregistrées au niveau international. On en est à 16 056 depuis cet été. Donc effectivement, c'est énormément d'îles dans un archipel qui s'étend sur 6 millions de kilomètres carrés, à la fois de territoire maritime et terrestre, entre deux océans, donc l'océan Indien et l'océan Pacifique, mais également deux continents, l'Asie, l'Océanie. Donc on le voit, c'est véritablement un carrefour, un verrou en quelque sorte, mais qui a été, vous l'avez dit d'ailleurs, véritablement le réceptacle, mais également une plaque tournante du commerce mondial, à une époque où le commerce asiatique était le commerce le plus important, le plus foisonnant sur la scène mondiale. Vous parlez de quelle période quand vous parlez de ce commerce foisonnant ? Eh bien, on parle déjà de l'Antiquité, si vous voulez. C'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé avant la première moitié du premier millénaire. Mais ce qu'on imagine, ce qu'on sait aujourd'hui sur base d'études linguistiques, c'est que l'Indonésie, ce territoire qui représente aujourd'hui l'Indonésie, a été un espace de migration de la part des Austronésiens. Donc quand on dit Austronésiens, c'est bien une population qui a eu pour point de départ l'île de Taïwan et qui aurait migré depuis l'île de Pâques dans l'océan Pacifique jusqu'à l'île de Madagascar. Donc véritablement, c'est une prouesse technologique, nautique, géographique de leur part et qui aurait donc peuplé en différentes vagues, en aller-retour, ce territoire vaste qu'on a appelé l'insule Inde, c'est-à-dire ces différents archipels de la région situés donc au sud de la Chine à l'est de l'Inde. Et puis on en retrouve aujourd'hui, si vous voulez, un certain legs dans une série de choses, comme dans l'architecture de certaines maisons, dans certaines sculptures. Si vous voulez, nous avons aujourd'hui, si vous allez au temple de Borobudur dans le centre de Java, donc un temple qui a été érigé au 9e siècle, eh bien vous avez là une image d'un navire à balancier qui semblerait donc être un héritage de ces grandes migrations, de ces grands navigateurs donc qu'ont été les Austronésiens. Il y a eu un autre point d'appui de la part du Vietnam. Là, on avance un tout petit peu au 1er siècle de notre ère. Une civilisation vietnamienne qui va venir établir les premiers contacts avec les différentes îles qui composent l'archipel. Alors, il y a eu des contacts soutenus, effectivement, avec ce qu'on appelle peut-être par commodité l'Asie du Sud-Est continentale. Et donc, cette civilisation Dongson, qu'on connaît pour ses tambours, sont effectivement mis à l'honneur dans l'exposition de Liège, parce qu'ils ont laissé des traces qui sont éminemment esthétiques, d'une part, et d'autre part, qui témoignent, vous l'avez dit, de contacts commerciaux, mais effectivement probablement spirituels également, très soutenus au sein de cette région. Donc avant même de parler de grands circuits maritimes qui les reliaient au Moyen-Orient, à l'Inde ou à la Chine, on constate que la région elle-même a été très dynamique au niveau des échanges, et ça depuis très très tôt. Vous parliez de tambours à l'instant. Ce sont ces fameux tambours qu'on peut voir dans l'exposition, surmontés de grenouilles. Ce sont des tambours qui sont liés donc à une forme de culte, ou en tout cas de relation singulière à l'eau et à l'océan, à la mer. Leur matérialisation, si vous voulez, c'est une sorte de connexion qui se fait, qui se retrouve dans le culte des ancêtres. Et là, je vous invite à regarder également l'exposition qui a lieu à Beaux-Arts
sur les ancêtres et les rituels, c'est difficile de savoir effectivement quelle était l'utilité exacte, mais on retrouve des traces d'un usage effectivement dans des rituels religieux, des rituels de passage pour des enfants qui auraient été enterrés au sein, à l'intérieur de tels tambours. Donc c'est difficile d'en restituer, si vous voulez, l'exact usage, mais on le voit, ils ont été très valorisés comme point d'appui, d'ancrage aux pratiques religieuses, aux pratiques donc rituelles de vénération des ancêtres. En termes de pouvoir politique et de pouvoir administratif sur un archipel, déjà, donc là on est au 5e, 6e, 7e siècle, où se situe le centre du pouvoir ou les différents centres de ces premiers pouvoirs qui s'installent en Indonésie? Alors ça c'est très intéressant parce qu'on retrouve d'ailleurs dans l'exposition à Liège 3 des premières inscriptions qui témoignent de la cristallisation du pouvoir politique dans différentes parties de l'archipel indonésien. Et là, vous avez, par exemple, les inscriptions de Kutai, qui sont à l'est de Bornéo, et qui relatent, si vous voulez, en quelque sorte, les bienfaits d'un roi qui s'appelle Mullah Varman, mais dont le grand-père s'appelait Kundunga. Et donc, on assiste, Kundunga, c'est un nom qui n'a aucun rapport avec le sanskrit, mais Mullah Varman, le suffixe Varman indique qu'il y a là brusquement un usage de coutumes, d'idées, de concepts qu'on tire du sanskrit et des idées donc du monde indien autour de l'hindouisme, du bouddhisme. Et on voit que c'est sur cette base-là que vont se consolider dans la région, d'abord autour du détroit de Malacca, donc péninsule malaise et Sumatra, des royaumes qui vraiment vont se consolider sur ce qu'on a appelé un socle indo-bouddhiste. Et le premier empire, ou thalassocratie, dont on a des traces qui aujourd'hui sont de plus en plus claires, c'est celui de Srivijaya. Dans ces premiers temps, on a du mal à distinguer véritablement de grandes cités. La capitale de Srivijaya, justement, de cet empire maritime, a été pendant longtemps l'objet de discussions et de débats intenses au niveau académique, parce qu'elle n'a pas laissé de grands monuments en pierre. L'essentiel était en terre cuite, en briques. Et donc, on a des travaux de l'école française d'Extrême-Orient, notamment, qui récemment ont mis à jour une série de choses très intéressantes, mais il a fallu attendre véritablement la fin du XXe siècle pour être fixé sur une certaine matérialisation de ce pouvoir, des normes urbanistiques de l'époque, en parlant évidemment de Srivijaya. Bruno Ellendorf, membre du comité scientifique de l'exposition Archipel à la Bovry à Liège. Cette expo qui retrace l'histoire de l'Indonésie et de son rapport à la mer. Une étonnante configuration que cet archipel, Nicolas, qui a tout au long de notre Moyen-Âge été un carrefour commercial et culturel. Oui, il a vu passer les boutres arabes, les jonques chinoises qui ont sillonné entre les différents centres commerciaux de l'île, Java, Sumatra, Bali. Alors quel type de pouvoir régnait sur cet ensemble disparate, compliqué à appréhender, et comment les civilisations bouddhistes, hindouistes, puis musulmanes s'y sont installés? Écoutons, si vous le voulez bien, Bruno Ellendorf. Les différents pouvoirs politiques de Java et de Sumatra, pendant plusieurs siècles, vont se regarder, si vous me passez l'expression, un peu en chien de faïence. Pendant la période où Srivijaya va asseoir son pouvoir maritime donc autour du détroit de Malacca, Java va être considéré, les pouvoirs de Java Centre vont être considérés comme tributaires. En tout cas, c'est ce que nous dit l'archéologie et l'épigraphie. Mais à partir, et vous avez raison, à partir du XIe siècle et d'une première expédition indienne des royaumes Chola à Srivijaya, eh bien, ce pouvoir politique à Java va pouvoir se déployer, prendre un peu son essor, son autonomie, et c'est à partir du XIIIe siècle, où Srivijaya périclite complètement, qu'on va assister à un essor majeur du pouvoir politique à Java, mais qui, entre-temps, se sera déplacé du centre de l'île vers l'est. Et c'est là qu'on va assister à l'essor notamment de l'empire de Majapahit, qui est peut-être l'un des plus connus des anciens empires donc indo-bouddhistes de l'archipel avec Srivijaya. Les échanges continuent forcément dans cette zone carrefour culturelle et commerciale. Comment se passe alors la gestion de ces échanges à cet endroit-là de l'océan, enfin ce carrefour entre les deux océans comme vous les avez décrits? Oui,
Alors c'est très important que vous mentionniez ça parce que c'est la région, les marchands arabes l'ont souvent appelée la terre sous le vent. C'est une région qui est soumise au vent de la mousson, qui pendant une partie de l'année souffle dans une certaine direction et l'autre partie dans une autre. Et c'est pour ça qu'on a pu parler par exemple de cités entrepôts ou de régions où les marchands au long cours donc faisaient escale, faisaient affaire et puis retournaient, donc profitaient des vents favorables pour mener leurs affaires. Et donc, ces royaumes qui se sont développés, comme Srivijaya, ont pu capitaliser sur leur position stratégique, d'une part, au croisement de différentes routes commerciales entre principalement donc, les pôles civilisationnels et économiques qu'ont constitué le monde indien, l'Asie du Sud et le monde chinois, mais également, et c'est important de le souligner, ils ont pu capitaliser sur des productions internes tout à fait spécifiques à haute valeur ajoutée, des bois précieux, le camphre, et puis alors des choses évidemment qui vont marquer l'histoire subséquente, les épices, donc clou de girofle et évidemment la noix de muscade des îles Banda qui vont susciter la convoitise des Européens parmi tant d'autres. Si vous voulez, on retrouve trace déjà au moment de la dynastie Han en Chine de contact avec l'Empire romain. On a trouvé du poivre dans le nez de la momie de Ramsès II. Donc ce sont des contacts qui sont avérés. Maintenant, par quel circuit concret, par combien d'intermédiaires tous ces biens ont-ils circulé? C'est ça où se trouve la question centrale. Jusqu'au XVIIIe et surtout XIXe siècle, le commerce international était avant tout affaire de biens à haute valeur ajoutée. Les épices étaient de celles-là, donc très légères, très compactes, qui coûtent très cher respectivement donc à leur volume, à leur poids. C'était ça le commerce international. C'était les soieries, c'était les régalias du pouvoir, si vous voulez. Ce n'est qu'après qu'on est passé à un paradigme commercial où c'était les migrations de masse, le coton, le café, etc. et des choses où le commerce mondial ne pouvait dériver donc une plus-value que dans les grands volumes. L'arrivée de l'islam en Indonésie, des premiers musulmans, est un épisode assez sensationnel, à la fois par la manière dont il est arrivé et aussi par l'impact qu'il va avoir sur ce carrefour de culture et de religion qu'est l'Indonésie. Oui, mais c'est également aussi l'un des points les plus délicats à aborder dans l'histoire de l'Indonésie. Et pas pour rien, parce que c'est un processus qui a duré plus de 5 siècles, l'islamisation de l'Indonésie. Et on peut se poser la question, pourquoi l'Indonésie, la Malaisie, le Brunei ont été islamisés quand leurs contemporains, donc au Vietnam, au Cambodge ou en Thaïlande, au Siam, eh bien, ça n'a pas eu lieu. Là, c'est plutôt une modification du bouddhisme qui va aller vers sa variante théravadine qu'on assiste. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là? On voit que les premières traces véritablement de conversion ou de présence, en tout cas, non pas de marchands, mais de communautés musulmanes établies en Indonésie, c'est au XIIIe siècle. Donc c'est tardif, alors que dès le IXe, on voit que des marchands traversent cette région, des marchands musulmans donc. Mais ce n'est qu'à partir du XVIIe qu'on va véritablement assister à l'essor, XVIe, XVIIe, à l'essor de sultanats, donc de royaumes qui sont convertis. Et c'est d'ailleurs le premier témoignage dont on soit absolument certain, si vous voulez, d'un royaume converti à l'islam, c'est celui de Marco Polo, donc fin du XIIIe siècle, période contemporaine donc des grandes expéditions des Yuan, donc de la dynastie mongole en Chine, qui s'en va, sinon envahir, du moins faire la guerre à Java-Est, et qui va marquer l'essor, là je l'avais dit, du dernier empire indo-bouddhiste. Donc si vous voulez, il y a des sortes de recoupements, ce n'est pas une séquence qui succède à une autre, c'est au contraire une série de vagues, de retours en arrière et d'interactions complexes qui vont faire qu'au XVIIIe, XIXe siècle, on assiste là à une véritable islamisation des masses et donc au développement d'un archipel musulman. Bruno Ellendorf est historien du Sud-Est asiatique. Il est notre invité, Nicolas. On va poursuivre donc cette histoire qui est celle d'une multitude de liens et de connexions où le proche et le lointain se côtoient. Une mise en concurrence, au fond, par un monde maritime
omniprésent. Oui, c'est ce monde maritime qui va façonner les rapports avec le monde extérieur, l'intérieur des terres indonésiennes étant réputé trop hostile. Les Européens vont bien sûr vouloir s'implanter en Indonésie. Ce sera le cas des Portugais au XVIe siècle, puis des Hollandais plus tard au XVIIe. Ils vont développer des comptoirs commerciaux avant de s'étendre via la Compagnie des Indes vers une politique coloniale pour les Hollandais. Bruno Lendorf nous expose ce développement politique et économique singulier. Les Portugais vont découvrir, quand ils arrivent sur place, que ce n'est pas parce qu'on occupe une ville, en l'occurrence Malacca, que pour autant l'argent coule dans les coffres. Les réseaux commerciaux intra-asiatiques se sont reconfigurés. Et donc si les Portugais ont pu rester à Malacca aussi longtemps, c'est parce qu'il y a eu une géopolitique régionale entre différents sultanats. Une partie de la cour de Malacca est partie à un autre endroit de la péninsule malaise et a créé le sultanat de Johor avec Aceh. Le sultanat d'Aceh, donc dans le nord de Sumatra, il y a eu une triangulation conflictuelle qui leur a permis de se maintenir avant de perdre cet avant-poste au profit des Néerlandais. Mais donc, très rapidement, les Européens vont arriver là et vont se rendre compte d'une part qu'il y a lieu de faire du commerce, donc de prendre les épices là où elles sont produites, de contourner le verrou musulman de l'époque, mais également, rapidement, ils vont se rendre compte que s'intégrer au commerce intra-asiatique, donc acheter des choses à la Chine contre d'autres produits qui sont produits en Inde ou ailleurs, et puis finalement développer comme ça une logique régionale plutôt qu'intercontinentale va être dans leurs intérêts. Et c'est comme ça que les Portugais, puis les Néerlandais, puis les Anglais, les Français vont développer des réseaux de comptoirs dans la région, et ce n'est que bien plus tardivement qu'on assistera à ce qu'on appelle la colonisation. Quel rôle, justement, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, donc, qui est fondée en 1602, quel rôle elle va avoir dans la région pour l'instauration, justement, de cette colonisation progressive des échanges commerciaux ? Avant de parler de colonisation, effectivement, il y a une présence commerciale, et donc ce rôle de la VOC, de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, va être moteur, il va être crucial, en ce sens que c'est elle qui va affréter les navires. C'est la première multinationale, si vous voulez, qui a instauré le système de société anonyme sur base d'actions et d'obligations, mais qui va se solidifier, se cristalliser en empire commercial maritime. Et donc, c'est elle qui affrète les navires, qui monopolise le commerce de certaines épices et qui va s'implanter dans les Indes orientales, ce qu'on appelait l'Extrême-Orient, au profit de ses actionnaires, finalement. C'est ce rôle-là qui va à la fois marquer le développement tout à fait particulier de l'unité, en tout cas indonésienne, parce que c'est sur cette base-là des conquêtes de cet empire marchand que va s'instaurer par la suite le pouvoir politique de la République batave, et puis par la suite de l'Indonésie contemporaine. Donc ce n'est qu'au XIXe siècle, à partir de 1800, quand la VOC est liquidée, qu'on assiste à une véritable colonisation au sens où on l'entend aujourd'hui. Ils vont bénéficier d'une vision géopolitique tout à fait particulière. Ils s'intègrent dans les réseaux, ils jouent des antagonismes locaux, qu'il s'agisse justement des empires indo-bouddhistes ou des sultanats musulmans, donc. Eh bien, ces pouvoirs politiques sont assez fluctuants, sont souvent très dépendants de la conjoncture. Et donc, en instaurant une sorte de permanence, si vous voulez, avec une sorte de force militaire qu'ils peuvent toujours utiliser quand il le faut, ils s'instituent comme alliés de l'un ou de l'autre. Et puis, mais eux restent sur place quand, justement, les royaumes de la région vacillent ou se développent, tombent, etc. Mais il s'en est fallu de peu, à plusieurs reprises, pour que en tout cas dans l'histoire de Java, tout particulièrement pour que les Néerlandais soient chassés. Qu'il s'agisse donc du sultanat de Mataram, Java Centre, qui a failli au XVIIe siècle les bouter dehors. Il y a eu une peur tout à fait crédible à l'époque. Ou bien plus tard, au XIXe siècle, entre 1825 et 1830, la Grande Guerre de Java a coûté très très cher aux Pays-Bas. C'est d'ailleurs en partie, je le dis pour l'anecdote, grâce à ça que la Belgique a obtenu son indépendance. C'est parce que toutes les forces militaires, l'essentiel des forces militaires des Pays-Bas étaient largement occupées par ce théâtre d'opérations extrêmement distant. Une île dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est celle de Bali, a aussi préoccupé pas mal les autorités, puisqu'elle était le centre d'une activité de piraterie assez importante.
Oui, Bali n'a acquis, si vous voulez, son image de paradis que très tardivement. Si vous regardez même les romans de l'époque, avant le 19e siècle, on parle de Bali comme une terre d'anthropophages, de cannibales et de guerriers redoutables. Donc effectivement, ça a été un développement sociopolitique tout à fait particulier auquel on a assisté justement à Bali, mais qu'il s'agit là encore de prendre avec des pincettes. On retrouve dans l'exposition l'une ou l'autre pièce qui nous montre à quel point justement ce développement n'est pas tant une rémanence des anciens royaumes indo-bouddhistes qu'un développement qui lui aussi a suivi son propre cours et tout à fait intéressant donc par lui-même et en lui-même. Quelle est la cohérence avec laquelle vous avez construit cette exposition ? Il s'agissait avant tout de marquer cette diversité, mais aussi peut-être les interactions que ces différentes cultures avaient eues tout au long de l'histoire. Les grandes îles de la région, Sumatra, Java, Bornéo, étaient couvertes d'une jungle extrêmement dangereuse. Donc finalement, la mer, dans ce cadre-là, elle unifiait beaucoup plus qu'elle ne séparait. Et c'est avec l'arrivée des explorateurs, et j'utilise les guillemets, et la cartographie moderne, qu'on a séparé ces différentes îles en des mondes différents. Et donc, parler d'échange, de connexion a été le maître mot, et la mer a véritablement été ce qui a permis à la fois à différentes communautés, différentes sociétés de se mettre en lien, mais ça a été un horizon onirique pour beaucoup d'entre eux. Ça a été un espace d'inspiration majeure, ça a été un espace de danger quand il y a eu des invasions étrangères, mais également un espace sur lequel s'est déployée toute leur créativité. Et on le voit au travers de cette exposition, donc qui reprend par une série d'œuvres majeures, et j'insiste sur le fait qu'il y a une bonne partie de ces œuvres qui sortent pour la première fois de Jakarta, et qui peut-être n'y retourneront jamais, d'ailleurs, enfin qui ne ressortiront jamais, car elles sont fondamentales dans l'histoire de l'Indonésie, où on a une Prajna Paramita, par exemple, de Jambi, qui est merveilleuse. Tout ça, ce sont des choses qui permettent de recréer un peu à la fois la généalogie de l'État contemporain, mais cet espace d'échange qui était véritablement l'ADN de cet archipel. Bruno Ellendorf est membre du comité scientifique de l'exposition Archipel. Cette exposition à voir à la Bovry à Liège jusqu'au 21 janvier. Nicolas. Oui, c'est une exposition qui nous encourage, Laurent, à découvrir sur 2500 mètres carrés cet espace d'échange qu'a été l'Indonésie. On l'aura compris tout au long de son histoire. Une histoire marquée par un lien privilégié avec la mer qui se ressent d'ailleurs dans les 250 œuvres majeures exposées comme autant de marqueurs d'une histoire à découvrir et admirer encore et encore. Eh bien, on vous y accompagne. Nicolas, à bientôt en tous les cas. Restez avec nous, on va se retrouver juste après. Non, on se retrouvera demain. Je ne vais pas faire toute la journée non plus. Demain donc à 13h15 avec la date du 24 juillet 1957. C'est le jour de la mort de Sacha Guitry, le bel esprit bien sûr. Guitry, bel esprit, l'intelligence, l'humour. Avant tout cela, c'est Entrée sans frapper, Jérôme Collin et toute sa bande. Sébastien Ministru, Xavier Van Bugenhagen, Nicolas Willems. Les 50 ans de la carrière de Gilbert Jean-Georges. Et un duo en live, Joe Burns, en tout cas du groupe américain Calexico. Bel après-midi avec nous. Ça se passe près de chez vous. L'agenda Bruxelles-Brabant-Wallon à Jarmoulèche. Eh bien, ce jeudi, je vous propose le Pink Screen Film Festival qui se veut audacieux et subversif en abordant avec curiosité, franchise et humour la question des genres et sexualité à travers des films déconcertants, déclinés en court et long métrage, mais aussi avec des fictions et des documentaires qui viennent titiller l'esprit des Bruxellois dans ce lieu très particulier qu'est le Cinéma Nova. Un festival à découvrir dès aujourd'hui et jusqu'au 18 novembre. Et sur les planches, ne manquez pas La vie de Bernard, célibataire malgré lui, de Gabriel Allouin avec Nicolas Buis. Un one-man show humoristique dans lequel Bernard, un célibataire de 41 ans, nous raconte comment il tente de se caser à tout prix. Avec des rencontres sur le net, du speed dating, des conseils d'amis et même de la natation synchronisée. Mais rien n'y fait, il n'est pas très doué quand il s'agit de trouver l'âme sœur. Dans ce spectacle, le célibat est une chouette occasion de rire de nos travers, de nos obsessions et de nos tocs. Pour cela, rendez-vous ce soir à 20h30 au Théâtre Le Public. Tout à l'heure, à 20h. Le monde est un village.
Petit à petit, le musicien Aurelio est devenu un ambassadeur de la culture Garifuna. Vous voulez savoir à quoi ressemble cette culture Garifuna musicalement? Eh bien, soyez des nôtres. 20h, 21h, live avec Aurelio. À tout à l'heure. Le monde est un village. De 20h à 21h sur la première. Et 24 h sur 24 sur RTBF Ovio. Mais enfin, investir en ligne tout seul, sans grande mise de départ, oublie! Mais non! Sur bolero.be, on peut déjà investir avec un petit montant. Oui, mais pas sans frais d'ouverture alors. Avec eux, pas de frais d'ouverture, ni de droit de garde. Et sans devoir changer de banque peut-être. Mais non! Avec Bolero, tout le monde peut gérer son portefeuille. Sans blague. Ah ouais, sans blague. Investir soi-même, c'est fort et sans effort pour chaque investisseur sur bolero.be, élu meilleure plateforme d'investissement. Bolero, partenaire boursier de CBC et KBC Brussels. Ce spot est pour Mehdi de Nivelles. Mehdi n'est pas encore baise, et c'est bien triste. Pourquoi? Parce que Mehdi va désormais travailler en train. C'est bien ça, Mehdi, ça fait une voiture en moins. Et puis le train c'est chouette, on peut regarder un film en streaming, le temps passe plus vite. Ah, comme les gigas en fait. Et bien pour toi aussi Mehdi, il y a un baise. Si tu dépasses ton abonnement, tu peux continuer à profiter de tes datas au même tarif et regarder la fin de ton film. Bref, vous faites ce que vous voulez, nous on suit. Parce que tout le monde est différent, nous le sommes aussi. Baise. Découvrez votre baise et toutes les conditions sur baise.be. Le son d'une soirée réussie? Celui de votre four qui termine la cuisson de votre délicieux lapin mijoté. Chez Delhaize, jusque